Le château d'Azy dans la Nièvre est un petit bijou néoclassique du 19e siècle. En août 2016, il abritait une réception qui aurait dû rester confidentielle. Parmi les invités, les membres d'un club très particulier et surtout très discret. Nous avons pu récupérer cette vidéo. On y découvre le gratin de l'aristocratie européenne, des ducs, des barons, des comtesses et des invités fortunés triés sur le volet. Champagne, robe longue et smoking de rigueur pour un week-end de fête chez les De Croy. On célèbre ce jour-là les 21 ans de la fille du propriétaire des lieux. Henri De Croy est le descendant de l'une des plus anciennes familles de la noblesse franco-belge. Le voici avec son épouse Maria, issue de la haute société colombienne. Le prince belge et une partie de ses invités sont les membres d'un cercle très particulier. Un cercle aujourd'hui dans le viseur de la justice française et suisse. Un réseau international suspecté de fraude fiscale, dont le cerveau depuis plus de 20 ans serait le prince en personne. Ce réseau opaque a été révélé grâce à ce disque dur auquel nous avons eu accès. Il contient plus de 160 000 documents, des tableaux de comptabilité, des emails, des mémos, des fax et quelques photos. Et surtout des listings de noms de clients. 1 millier au total, dont 200 Français. Des chefs d'entreprise et de riches héritiers. En tout, plusieurs centaines de millions d'euros auraient échappé au fisc français. Vous avez à la fois des professions libérales qui côtoient des ultra-riches. On a l'envers du décor. On comprend comment ils réfléchissent et comment ils ont mis en place le truc. Suspecté d'être à la tête du réseau, le prince belge Henri De Croy et Géraldine Whittaker, une respectable banquière britannique à la retraite. Elle est à la tête d'une fondation suisse, donc on ne se méfie pas du tout. Des intermédiaires jusqu'aux clients, des petites combines au montage sophistiqué. C'est un réseau suspecté de fraude fiscale qui part de Suisse jusqu'aux Émirats. Un homme enquête depuis près d'un an sur le prince Henri De Croy et son réseau. C'est un enquêteur privé que je connais de longue date. Il a accepté de me rencontrer, mais a souhaité rester anonyme. On a l'impression d'être face à un club d'amis et on se refile des bons tuyaux, quoi. Alors oui, club d'amis dans un premier temps, ça c'est certain. On se coopte entre amis, entre grandes familles. C'est dans ce cercle-là qu'on recrute, qu'on rabat le chaland. Les frères De Croy sont des mondains. Et à ce titre, un certain nombre de soirées sont organisées pour ficeler, sceller les ententes avec les nouveaux clients. Qui a mandaté ce détective privé pour travailler sur cette affaire? Un client lésé? Un avocat? Un État? Il ne me le dira pas. Mais l'enquêteur tire un portrait contrasté du prince. Il alterne entre, comme un patron de secte, si vous voulez, entre le prince de sang royal et puis quelqu'un qui peut parler comme un charretier et qui peut être dur, violent. C'est surprenant, son caractère. Mais vous semblez bien le connaître. Vous l'avez fréquenté? Non. Le profil psychologique, on est obligé de le faire avant toute chose. L'environnement et la manière dont, en effet, il traite ses employés, ou il traitait ses employés, ses associés et ses clients. Mais il a une expertise en matière fiscale, financière? Écoutez, il est ce qu'on a vu des différents montages qu'il propose, il est brillant. Brillant dans le sens diaboliquement brillant. Et c'est en Belgique que le prince De Croy a fait ses premières armes. Je pars pour Bruxelles, sur les traces de ce prince aux deux visages.
Ma source m'a remis un lot de photos personnelles d'Henri de Croy. On le retrouve, jeune militaire. C'était l'époque des fêtes et de l'insouciance. Il est alors étudiant en droit. 30 ans plus tard, il est devenu un respectable prince catholique. Le voici lors d'un pèlerinage à Rome avec le Saint-Père, le pape François. Devenu l'ami des puissants, il est en 2011 l'invité personnel du Premier ministre britannique David Cameron et de son épouse Samantha à l'occasion d'un concert de bienfaisance. Quand il n'est pas en représentation, le prince travaille. Il s'est spécialisé dans la gestion de fortune entre Hong Kong, Londres, le Luxembourg et Bruxelles. Sa spécialité, les montages fiscaux. En Belgique, Henri de Croy a même fait l'objet d'une rocambolesque enquête pour fraude fiscale. Dès 1995, un sérieux accroc dans sa biographie. Au palais de justice de Bruxelles, c'est par ici, oui, par ici. C'est par là. Je retrouve les enquêteurs qui ont lutté pendant des années pour faire condamner Henri de Croy pour fraude. Il nous explique le tour de passe-passe que le prince aurait proposé à certaines sociétés pour échapper à l'impôt. Je rachète votre entreprise, vous créez une nouvelle entreprise et je fais disparaître l'ancienne entreprise avec le cash et aussi la dette fiscale. Tout est nettoyé, liquidé. 75 millions d'euros au détriment de l'État belge. Pendant plusieurs années, l'avocate de l'État belge a bataillé dur contre un redoutable adversaire. Je l'ai rencontré chaque fois aux audiences, bien évidemment. Quel type d'homme est-ce? C'est un homme très sûr de lui, qui a une certaine arrogance, qui sait qu'il jouit auprès des hautes sphères de certains passe-droits et avantages. Grâce à l'obstination des enquêteurs, en 2001, le prince va faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Suspecté de faux en matière fiscale et blanchiment. Considérant que du chef de ce suspect, vu sa perte grave du sens de la valeur, il existe un danger particulièrement grand de récidive, ordonnons l'arrestation du suspect. En 2006, il est interpellé à l'aéroport de Lyon, puis incarcéré 2 mois à Anvers, en détention préventive. Le procès ne se tiendra que 7 ans plus tard, en 2012. Le prince est condamné à 3 ans de prison avec sursis. Pour l'avocate de l'État belge, ce n'est pas cher payé. Vous avez un jugement de 250 pages qui démontre le mécanisme de A à Z et qui parle bien de faux en écriture, donc de préfictif et de régime d'opacité totale. S'agissant de professionnels de la finance ou des affaires, les faits sont fort graves. Les produits qu'ils ont mis sur le marché ont eu pour conséquence de léser l'État. Cela est de nature à créer auprès de nombreux citoyens n'ayant point recours à de tels moyens frauduleux un sentiment d'injustice en raison de l'inégalité devant les charges d'impôt. C'est remarquable. Mais 3 ans plus tard, en 2015, coup de théâtre. Les avocats du prince soulèvent un vice de procédure après l'interrogatoire d'un témoin. Ils font appel et, contre toute attente, leur client est acquitté. La pilule est difficile à avaler pour l'avocate de l'État belge. Cette procédure judiciaire de 20 ans, 300 pages de conclusion, c'est des journées de plaidoirie musclées pour aussi faire face aux calomnies des avocats de la partie adverse, pour arriver à un résultat d'acquittement. C'est assez monstrueux. Acquitté, le prince décide pourtant de partir de Belgique. Il va continuer de développer son activité, mais cette fois, depuis la Suisse. Dans les années 2000, le pays est encore le royaume du secret bancaire. Il crée la société Javert, une structure financière discrète pour gérer les clients particuliers et entreprises.
Dans ce disque dur, j'ai retrouvé la brochure de Javert, truffée de métaphores marines. Pour arriver à bon port, tenir le cap, éviter les écueils. Et plus prosaïquement, l'entreprise promet à ses clients de la planification fiscale internationale, de l'anonymat des clients et d'agir avec imagination. Pour travailler dans le plus grand secret, le réseau du Prince utilise des pseudonymes. Voici la liste des personnages clés du réseau. Henri de Croy et son frère Emmanuel sont en tête de liste, alias 2 et 3, A2 et A3. Parmi les autres pseudos, Dan, Madame W, Tom, certains d'entre eux disposent d'une adresse sur la messagerie cryptée Proton. Tout ce petit monde s'installe à quelques kilomètres de Neuchâtel, à 2 pas de la frontière française. Je décide d'aller me renseigner sur place. C'est là où le réseau financier a été installé. On se dit que c'est vraiment très reculé. On n'imagine pas qu'un réseau international puisse être intéressé à installer dans un endroit comme ça, quoi. Le Prince a emménagé dans le petit village de Couvet. Sa société Javert a ouvert ses bureaux dans ce bâtiment qui ne paye pas de mine. Javert, Neuchâtel. Les locaux sont fermés. Ils semblent avoir été repris par un nouveau locataire. Bonjour monsieur, vous travaillez ici? J'ai vu marqué Javert là. Parce que je croyais que c'était un bureau financier ou un truc comme ça, non? Ça vous dit rien? Non. Regardez, là c'était Javert, Neuchâtel. Je peux jeter un coup d'œil à l'intérieur? Juste pour me rendre compte? Ah, c'était là-haut. C'est dans ce local, aujourd'hui désaffecté, qu'auraient été gérés les centaines de clients du Prince. D'accord, il n'y a plus rien de ce qu'il y avait avant? Vous avez tout vidé? Je regarde, hein, juste pour me... Et ça, vous avez tout refait, là, déjà. Hein? Et la partie non refaite, c'est ça? Je peux jeter un œil? Merci. Voilà. Il n'y avait rien dedans? Il aurait pu y avoir des lingots, un truc. Bon. Y aurait-il un lien entre le départ d'Henri de Croy et la levée du secret bancaire en Suisse? Depuis 2008, le pays n'est plus un paradis fiscal. Alors le Prince en a trouvé un autre pour continuer à développer ses affaires. Hors d'Europe cette fois. Pour découvrir ce nouvel Eldorado, il faut se rendre dans le golfe Persique, aux Émirats arabes unis. Il faut atterrir à Dubaï, traverser ses haies de buildings et rouler 80 km vers le nord. Ras El Khaimah est l'opposé de sa spectaculaire voisine. Ici, pas de démesure. Beaucoup de désert et peu de construction. C'est un état confetti de 1700 km², sans pétrole et sans gaz, dirigé par l'émir Saoud Al-Qassimi. Le prince de Croy l'a rencontré en Suisse, sur les rives du lac Léman, comme il l'écrit dans ce fax. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. Vous m'aviez très gentiment invité à rencontrer votre père à l'hôtel Beau Rivage de Lausanne. J'ai suggéré à mes partenaires d'ouvrir un bureau à Ras El Khaimah. Le prince choisit-il les Émirats par hasard? Ras El Khaimah, comme Dubaï, sont inscrits sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne. Ici, pas ou peu de taxes, et l'anonymat est garanti. En France, c'est la journaliste de l'Obs, Caroline Michel-Aguirre, qui la première a eu accès au disque dur contenant les secrets du réseau du Prince.
À partir de 2008 et de la crise financière, le secret bancaire va tomber. Et donc, à partir de ce moment-là, il se dit comment j'anticipe pour que mes clients échappent en fait à la régularisation. Donc, il déplace tous les comptes de Suisse vers Ras El Khaimah parce qu'à Dubaï, c'est devenu une place financière avec tous les services financiers dont ces gens-là ont besoin, c'est-à-dire à la fois les banques, mais les avocats qui font les contrats, les conseillers, les fiscalistes, on a vraiment toute la palette. Et donc, ils déplacent ces comptes là-bas au fur et à mesure sur plusieurs années. En 2013-2014, tout est transféré là-bas. La société Javert est mise en sommeil. Bienvenue à la nouvelle création du prince, Elin International. À Ras El Khaimah, la société est installée dans ce bâtiment, qui est en fait une zone franche. Les entreprises qui l'occupent ne sont jamais contrôlées et ne payent pas d'impôts. L'entreprise Elin va prospérer jusqu'à l'été 2018, quand un homme va enrayer la machine. Il s'appelle François Desjardins. Voici l'unique image disponible de lui sur le net. Il vit à Ras El Khaimah. C'est un employé d'Elin International. Son nom apparaît sur des centaines de documents. Le 19 août 2018, il adresse ce courrier aux magistrats français et suisses. Je tiens par la présente à apporter ma pleine coopération au ministère public. Il dénonce le système organisé par le prince. À des fins de blanchiment et de gestion déloyale. Il met en cause le prince personnellement. Tout nous était dicté et ordonné à la lettre par Henri de Croÿ lui-même. Il explique aussi pourquoi il a choisi de dénoncer son employeur. Ma motivation principale est également de tourner définitivement la page de cette aventure horrible qui m'a coûté la santé de mes proches et provoqué une profonde dépression. Aujourd'hui, il est coincé dans l'Émirat. Son passeport lui a été retiré dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant une autre affaire. Après de difficiles négociations avec ses avocats, j'ai décroché un rendez-vous avec ce témoin clé, chez lui, dans cette résidence pour expatriés. Bonjour madame. Monsieur Desjardins, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là, il est sorti. Il revient dans combien de temps? Ça, je ne sais pas. Disons maxi d'ici 4 heures ou 6 heures, je ne sais pas trop. Parce que généralement... J'ai rendez-vous avec lui. Ça. A-t-il subi des pressions? Des menaces? Cette volte-face est incompréhensible. Plus de nouvelles, jusqu'à cette très surprenante vidéo qu'il me fait parvenir quelques semaines plus tard. François Desjardins minimise son rôle. Cher monsieur Henri, j'ai écrit la présente déclaration que j'aimerais lire et elle serait alors ma dernière communication avec vous à ce sujet. La société Elin constitue et administre des sociétés. Ma fonction consistait à gérer une équipe de 7 à 10 personnes, d'assurer des services d'administration et de secrétariat juridique. Dans ce cadre, l'enquête que vous menez ne s'inscrit pas dans la ligne de mes fonctions et c'est pour cela que je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile. L'homme n'en dira pas plus sur l'affaire. Je poursuis mon enquête du côté des clients de la société Elin. Quels sont leurs profils et quels montants ont-ils confié au prince? À Paris, nous nous sommes regroupés avec d'autres journalistes pour identifier les clients et comprendre les méthodes utilisées. Il nous faut nous plonger dans les milliers de documents contenus dans le disque dur. Outre Caroline Michel de l'Obs, l'équipe d'investigation de Radio France s'est jointe à l'enquête. Nous nous retrouvons régulièrement pour échanger sur l'avancée de nos travaux. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de décortiquer le système Elin en partant en gros des clients. Pendant plusieurs semaines, le journaliste Abdelhak El Idrissi et son équipe
ont décrypté ces données complexes. Il y a des documents pour nous qui ont servi de point de départ, notamment un document qui fait la liste très exhaustive de tous les clients, avec le nom de la société offshore, juste à côté le nom du bénéficiaire, donc du client français, et encore à côté le nom de la personne qui a servi d'apporteur d'affaires, de rabatteur, qui a mis en relation les clients avec la société là. Donc c'est ce document-là. D'accord. Là, par exemple, le client Guy P a placé ses avoirs dans la société Galexrac, basée à Ras El Khaimah. On voit sur ce document que c'est le prince en personne qui l'a démarché. Parmi le millier de clients, des Russes, des Italiens, des Américains, des Belges et près de 200 Français. Par exemple, des chefs d'entreprise des secteurs du textile, de la bijouterie et de la parapharmacie. Ces chefs d'entreprise-là ont mis en place, avec l'aide des Lins et l'ingéniosité des Lins, un système de facture pour siphonner la trésorerie de leur société française et envoyer l'argent sur des comptes bancaires offshore dont ils étaient les bénéficiaires économiques réels. Dans les listings apparaît une autre catégorie de clients, les héritiers et héritières de grandes fortunes. Nous avons contacté une dizaine d'entre eux. Seule une femme veut bien nous parler. Nous l'avons identifiée parmi les invités triés sur le volet lors de la soirée du prince. Elle a accepté cette rencontre à condition de rester anonyme et de modifier son apparence. Nous l'appellerons Béatrice. Au début des années 2000, elle hérite de 25 millions de dollars. L'argent est dissimulé dans une banque suisse. Vous vous retrouvez donc à la tête d'une fortune. Voilà, dont on me dit que je ne peux pas utiliser. Je me dis je peux quand même en profiter un peu, ça serait sympa. J'ai rencontré Henri de Creuil par mon beau-frère qui dit qu'il connaît quelqu'un qui gère les fortunes, enfin qui sait faire ça. Et il a l'air de s'y connaître. C'est quelqu'un qui est aimable, enfin je trouve. Hein. Il trouvait qu'on avait des similitudes dans la manière dont on avait été élevés, que vraiment je ne mettrais pas ma famille en danger, qu'il a l'habitude, que je pourrais en profiter. Vous voulez dire qu'il crée un lien très personnel, quoi, en fait. Et c'est vrai que j'ai été le voir, effectivement, dans son château. Et les fêtes, effectivement, c'était grandiose. Béatrice nous a raconté le montage que le prince lui aurait proposé. Elle aurait confié son argent à Elin International. Elin lui crée une société aux îles Marshall, un paradis fiscal niché au milieu du Pacifique. Les 25 millions de Béatrice y seraient placés sans que son nom apparaisse. Cette société écran aurait elle-même ouvert un compte bancaire dans un autre paradis fiscal, les Bahamas. Comment Béatrice a-t-elle pu profiter de sa fortune sans éveiller les soupçons du fisc français? Elle nous raconte avoir récupéré de l'argent liquide lors de rendez-vous un peu particuliers. Une enveloppe qui arrivait, c'était au bistrot ou je ne sais pas quoi, dans des hôtels que je ne connaissais pas, que j'ai eu l'occasion de connaître. On venait avec un sac, par exemple, un sac Nespresso, donc il y avait les cartouches, et puis en dessous, il y avait, je ne sais pas, un peu, par exemple. Mais c'est des gens, je ne peux même pas vous dire les noms, je ne sais même pas comment ils me reconnaissaient. Ils passaient, ils donnaient, et puis s'en allaient. Mais on vous avait dit, ce monsieur va vous donner de l'argent. Quelqu'un va venir, une dame, un monsieur, peu importe, ouais. Ce système de distribution de cash aurait duré une dizaine d'années. D'après elle, le prince aurait ensuite proposé à ses clients le plus pratique des moyens pour dépenser leur argent. Une simple carte bancaire. C'est en 2013 que se sont mis en place les cartes. C'est-à-dire ? On nous donne des cartes de débit pour tirer l'argent aux distributeurs. Sur ces cartes Visa, le nom du client n'apparaît pas. Prepaid. Cela veut dire que selon ses besoins, chaque client dispose d'une certaine somme à retirer par carte. 27 000,
60 000, 15 000 euros, selon le choix des clients. Ça marchait dans tous les distributeurs? Ouais. Il n'y a pas de nom dessus, quoi. Et ça vous plaisait ou j'imagine que ça doit être comme assez Ouais, sensation assez c'était agréable. pas mal, ça. Des centaines de clients auraient bénéficié de ces cartes. Elles leur auraient assuré l'anonymat vis-à-vis du fisc et des brigades financières. Le prince de Croy n'aurait pas agi seul. Il aurait eu recours à des petites mains. Quel était leur rôle ? Aux Émirats, François Desjardins était en charge de l'administratif. Son supérieur hiérarchique s'appelle Bernard Oisan. On le voit ici dans la salle d'audience du palais de justice de Bruxelles, derrière le prince de Croy. Dans les fichiers, il apparaît sous le pseudonyme de Dan. Selon mon informateur, il aurait joué un rôle central dans le réseau. Bernard Oisan a une facilité pour les comptes. C'est un comptable, si vous voulez, assez extraordinaire, un comptable de luxe. Il n'est pas l'instigateur de l'ensemble de ce réseau, il en est le bras comptable, et c'est lui qui, en effet, va encadrer l'ensemble des décisions et des schémas, si vous voulez, imaginés par Henri-Emmanuel Lecroix. Dans les documents, Bernard Oisan est identifié comme directeur de 94 sociétés. Moonlight, Fox, Colombe. Toutes enregistrées dans des paradis fiscaux. Selon ma source, il voyage beaucoup, mais réside en France. Je l'imaginais vivant dans les beaux quartiers de la capitale. Je me trompais. Il habite dans une banlieue populaire du nord de Paris. Coup de chance, ce jour-là, il est dans son jardin. Monsieur Oisan, vous êtes monsieur Oisan? Oui. Bonjour monsieur. Je prépare un film sur un réseau international que vous connaissez certainement. Vous savez, qui s'appelle Hélin. Oui, je vais. On ne peut pas discuter un petit peu? Non. Je m'en remets à la justice et je répondrai à la justice. Pour l'instant, la position que j'ai, c'est que je ne peux pas, je ne parlerai, je parle à personne. D'accord. Et monsieur, vous ne pouvez pas me parler uniquement de monsieur Decroix? Non. Je ne parlerai pas. Bon. Merci monsieur. Grâce aux informations contenues dans le disque dur, j'ai découvert que chez les Oisan, on travaille en famille. Sur ce fichier appelé carte distribution, apparaissent à gauche les noms des clients et dans la deuxième colonne, le nom de celui qui leur a livré la carte de crédit anonyme. Le nom de Florent Oisan apparaît. Le fils de Bernard Oisan sillonnerait la France pour livrer ses cartes. Paris, Marseille, Avignon. Dans la famille Oisan, il y a aussi la mère. Son métier n'a rien à voir avec la fiscalité internationale. Elle dirige un chantier de réparation navale sur les rives de la Seine, au bout de cette rue. D'après les documents de mon enquête, son entreprise sert de boîte aux lettres discrète à la société Hélin pour communiquer avec ses clients. Pour preuve, ce fax expédié par Henri de Croy à ses employés. Il indique bien que les documents en provenance des Émirats doivent être adressés via DHL au chantier naval. Je rends visite à Madame Oisan. Bonjour, vous êtes Madame Oisan? J'ai vu qu'il y avait du courrier qui arrivait des Émirats, qui arrivait ici, chez vous, sur le chantier. Ça vous dit rien, ça? Non. Attendez, je vais vous montrer, j'ai un papier. Je vous montre. Non, j'ai pas besoin, j'ai rien à vous. Mais... C'est finalement le contremaître qui me met à la porte. Vous cherchez quoi? C'est bon. Dehors. Pourquoi dehors? Plusieurs pieds, s'il vous plaît. Ah, ok. Merci. Bonne journée. Pas de problème. Bonne journée à vous aussi. Boîte aux lettres discrète. Pseudonyme. Des méthodes dignes d'un polar.
La discrétion serait la clé du succès d'une organisation comme celle du prince de Croy. Il sait aussi s'entourer de personnes à la réputation sans tache. Dans la masse de documents du disque dur, nous découvrons qu'un nom apparaît très régulièrement. Celui d'une banquière au-dessus de tout soupçon, Geraldine Whittaker. Nous avons retrouvé un document explicite, daté de 2016. Il est rédigé par Henri de Croy. Il conseille de mettre en avant le nom de Geraldine Whittaker pour rassurer un client inquiet. C'est un fax envoyé par A3, donc Henri de Croy, à propos d'un client qui semble un peu inquiet parce qu'on est en mai 2016, juste après les Panama Papers. Les clients voient que des fuites peuvent avoir lieu avec des noms qui se retrouvent dans le domaine public. Donc le client a des craintes. Et ce que dit Henri de Croy à ses salariés, c'est qu'il faut vider les craintes que le client semble avoir et que si ces craintes-là, ce sont les Panama Papers, eh bien justement, Geraldine Whittaker est là pour ça. Précisément pour contrer ce genre d'accident. Donc il y a vraiment la volonté d'utiliser Geraldine Whittaker comme paravent. Geraldine Whittaker n'est pas n'importe qui. C'est une honorable banquière galloise, photographiée ici aux côtés du prince Charles ou de la reine d'Angleterre. On la voit aussi décorée à Paris de la Légion d'honneur en 2010 par le président Nicolas Sarkozy. Nous la retrouvons dans la fameuse vidéo de la soirée organisée au Château d'Asie en 2013, à l'occasion de l'anniversaire de la fille du prince. Selon nos informations, elle serait très proche d'Henri de Croy. Ce qui est sûr, c'est que depuis les années 90, depuis 1994 où elle a officiellement pris sa retraite, Geraldine Whittaker, ils sont alliés, ça c'est certain. La banquière à la retraite ne serait pas simplement une caution de moralité pour le prince. Serait-elle l'alter ego ou peut-être même le numéro 1 du réseau? Dans ce document de 2013, elle se réjouit d'être désormais l'actionnaire majoritaire des sociétés créées par le prince. Je suis ravie d'annoncer que ma société W Trust a pris la majorité du capital de 2 sociétés, Javert Group et Elin Group. Geraldine Whittaker serait donc aux commandes depuis 6 ans. Selon un autre document, elle apparaît comme la dirigeante de près d'une 50aine de sociétés écrans. GW sont ses initiales. Je me rends dans l'île anglo-normande d'Alderney, où elle réside. Située entre l'Angleterre et la France, au large du Cotentin, c'est un petit paradis agricole, fiscal et bancaire. C'est d'ici qu'elle gère ses affaires. Geraldine Whittaker est bien connue dans cette minuscule île de 2000 habitants. Elle est discrète. Les gens ne savent pas tout ce qu'elle fait pour l'île. Et que fait-elle pour l'île? Elle aide avec des œuvres de charité. Elle n'en parle pas, mais c'est une personne très généreuse pour notre île. On m'indique sa maison sans difficulté. C'est la plus belle de l'île, l'ancienne demeure du gouverneur. Geraldine Whittaker aurait quitté l'île depuis quelques jours. Je vais avoir de ses nouvelles quelques semaines plus tard, sous la forme d'un courrier adressé à la présidence de France Télévisions. Ma cliente entend faire sanctionner toute atteinte à l'intimité de sa vie privée. Elle entend également faire respecter la présomption d'innocence. Après cette lettre d'avertissement, l'avocat de Geraldine Whittaker me propose de le rencontrer. Il officie dans un des cabinets d'affaires anglo-saxons les plus prestigieux de Paris. Dans un premier temps, Ludovic Malgrin nie tout lien d'affaires entre sa cliente et la société W Trust, ainsi qu'avec le prince de Croy.
Le prince Henri de Croy a une activité financière internationale, discrète, pour ne pas dire masquée. Est-ce que Mme Whittaker participe de ce réseau? Non, pas du tout. À titre professionnel, non, ils n'ont pas de relation aujourd'hui. W Trust, vous connaissez ça? Oui, j'en ai entendu parler. On découvre avec cette affaire qu'il y a un certain nombre de documents qui sont suspects, dont elle n'a pas eu connaissance. Donc je suis très curieux de connaître l'origine. C'est elle? Non, c'est pas elle. C'est signé Géraldine Whittaker. Il y a la mention de son nom, il y a la mention de son nom et une signature. Voilà. Je ne sais pas si elle est vraie. L'avocat conteste l'authenticité de ce document, mais il aimerait bien savoir ce qu'il contient. Mais je veux bien en garder une copie, parce que moi, je cherche précisément... Attendez, mais ça m'intéresse vraiment. Oui, je cherche précisément... vous me le laissez. Je vous regarde. Non, je cherche précisément à documenter... Non, je cherche précisément à documenter les pièces qui permettent de démontrer en quoi elle a été abusée ou qu'il y a des faux documents. Donc ces documents, ça m'intéresse. Je vous le remettre, oui. D'accord. Attendez. Et donc, alors, vous avez bien insisté pour le prendre, hein? Oui. Mais... Et j'observe que vous ne voulez pas me le donner. Attendez, c'est des documents qui vont devenir publics. Ils vont devenir publics? Oui, bien sûr. Très bien. Nous lui montrons le listing où les initiales de sa cliente apparaissent une bonne trentaine de fois. Alors l'avocat change de défense. Il ne nie plus l'authenticité du document. Mais cette fois, il plaide la manipulation et implique le prince de Croy. Monsieur Decroix m'a dit qu'il avait constitué ce trust à un moment justement où elle était totalement tétraplégique. Oui. Après, elle n'a pas du tout été informée des suites de la constitution de ce trust-là. Donc j'ai compris que ce trust avait été sans doute constitué par d'autres. Pour son bénéfice. Je sais pas à quelle fin. Je sais pas à quelle fin. Est-ce que c'est pour elle? Non, elle conteste totalement. Non, à l'origine peut-être au moment où elle était tétraplégique. Cette femme a été, malgré elle, utilisée, son nom utilisé, d'accord, pour visiblement couvrir des opérations qui sont un peu illégales, quoi. Voilà, c'est bien la question que je me pose. Non, mais attends, c'est ce qu'on découvre aussi. C'est là où elle apparaît, de façon très légitimement, comme une victime de tout ça. C'est incroyable, par son meilleur ami, son grand ami, le prince de Croy. Eh ben, dites donc, hein, il est pas sympa. Hein. Non, il est pas sympa. Bon, ok. Voilà. À cause des enquêtes de la justice, des nuages pourraient bien venir assombrir la belle entente entre la banquière et son ami le prince. D'après les documents entre nos mains, la société d'Henri de Croy ferait parler d'elle dans un tout autre registre, le détournement de fonds. La victime serait une grande société française. Le disque dur me réserve une nouvelle surprise. Parmi la liste des clients, je retrouve une vieille connaissance. Sébastien de Montessu. Dans les années 2000, chez le champion du nucléaire Areva, c'est l'étoile montante. À 32 ans, il est nommé directeur des mines par la présidente Anne Lauvergeon. En 2014, après avoir quitté Areva, il m'a reçu pour une interview. L'objectif et le mandat qu'on m'avait confié, et que m'avait confié Anne Lauvergeon, c'était de redresser cette activité et puis de lui insuffler un nouvel élan. Quelques semaines après cette rencontre, dans ces mêmes bureaux, la police perquisitionne. Elle enquête sur un détournement de fonds dont aurait été victime Areva. Les policiers fouillent l'ordinateur de Sébastien de Montessu. Ils découvrent qu'il serait l'acheteur d'un voilier de luxe de plus de 30 mètres de long, le Caparo. Un yacht de 7,5 millions d'euros. D'après le procès-verbal, les policiers font une autre découverte. Ce n'est pas de Montessu qui a versé l'argent, mais Hélin, la société du prince de Croy et de Madame Whittaker. Premier acompte,
750 000 €. Je me replonge alors dans le disque dur pour découvrir d'autres connexions. D'après ce document comptable, Hélin a aussi financé cette Ferrari, dont Sébastien de Montessus a reconnu avoir l'usage. Montant de l'acquisition, 315 000 €. Grâce à Hélin, Sébastien de Montessus serait également devenu propriétaire à Coppet, sur la rive suisse du lac Léman, d'un appartement dans cet ancien hôtel. Un ouvrier m'autorise à y pénétrer. Je peux jeter un œil, c'est possible? Je peux rentrer pour juste pour regarder? Oui. Venez, venez voir. Voilà, ouais, juste pour jeter un œil. Ah, c'est beau, hein? L'emménagement est visiblement pour bientôt. Juste en 2 minutes, hein? Oui. C'est joli ici, hein? Oui, c'est horrible. Avec le lac et tout. Lac, beaucoup d'eau. Ah, c'est superbe. Comment expliquer les versements d'Hélin au profit de l'ancien cadre d'Areva? Nous avons contacté Sébastien de Montessus, aujourd'hui domicilié à Londres, sans succès. Ce détective privé a enquêté sur le train de vie de l'ancien dirigeant d'Areva. À la demande d'un client, dont il taira le nom, Marc Germain a rédigé un rapport qu'il remet aux policiers fin 2018. J'avais, dans mon étude sur le personnage de Sébastien de Montessus, levé des pistes sur des acquisitions immobilières, des acquisitions en termes de bateaux. On parlait d'un voilier, le Caparo, etc. Et on supposait que M. Montessus pouvait être derrière ces acquisitions. Or, M. de Montessus, il est pas devenu instantanément riche pour pouvoir réaliser ces acquisitions supposées. Donc voilà. Donc là, j'ai donc mon document de synthèse. Selon le détective, la fortune soudaine de Sébastien de Montessus serait liée à une transaction d'uranium organisée aux dépens d'Areva en 2011. À l'époque, Sébastien de Montessus était l'un de ses dirigeants. Il y a eu des opérations, notamment au Niger, concernant le minerai d'uranium, qui étaient plutôt curieuses. Le montant total de la transaction, c'est 300 millions de $, avec, dans l'espace d'une journée, des transferts financiers, sans que le minerai ne bouge d'ailleurs, hein, qui ont permis d'évaporer des sommes importantes. À partir de ces notes consignées dans ce petit carnet rouge et de documents qu'il nous a remis, nous avons pu reconstituer comment l'opération s'est déroulée en une seule journée. Areva vend l'uranium à Energo Alliance, une société russe, qui revend à une société libanaise, Optima Energy, qui, à son tour, revend à la Compagnie nationale du Niger, Sopamine. Au passage, chaque société prend son bénéfice. Très étonnant, Areva rachète l'uranium à la Sopamine, plus cher qu'elle ne l'a vendu. Perte nette pour Areva, 23 millions de $ en un jour. Areva a-t-elle été dupée? L'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer. Sur les rives du lac Léman, j'ai rendez-vous avec un autre détective privé. Marc Échanger connaît bien cette affaire. Il a travaillé pour Areva. Il n'y a pas de contrôle chez Areva? Visiblement, non. Sébastien Montessus, le directeur des mines d'Areva, il est là. C'est lui qui initie l'opération, à votre avis? Bien sûr. Impossible de faire cette opération-là sans son quitus. Marc Échanger va nous éclairer pour comprendre cette opération. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de sortir de l'argent de la caisse d'Areva et de payer des commissions. C'est tout. Et d'après son enquête, Hélin ou Héline, la Société du Prince,
aurait joué un rôle clé pour redistribuer l'argent. Cette opération-là a généré 23 millions de commissions. Et donc on voit que, au travers d'une entité qui s'appelle Elin, une société qui s'appelle Elin, c'est par cette entité-là que les 23 millions ont été éclatés et versés aux différents bénéficiaires. Là encore, le disque dur nous éclaire, avec ce document qui détaille la répartition des sommes. En tête, figurent bien les 22 800 000 $. Pour savoir qui sont les bénéficiaires, c'est plus compliqué. Les montages sont sophistiqués, opaques. D'après la journaliste Caroline Michel, il reste encore du travail pour les enquêteurs de la brigade financière. Elin, c'est une boîte à outils qui sert de paravent, de pare-feu, ça sert à opacifier. Principe de l'opacification, t'as pas un client, un compte. Pourquoi? Parce que si un jour la justice met son nez dedans, elle peut tout à fait voir ce qu'on a fait de l'argent et où venait l'argent. Donc le principe du truc, c'est que tout l'argent des clients, et y compris de l'opération Areva, de la Sopamine, arrive dans ce compte-là, on mélange tout et après ça ressort. Mais aujourd'hui, le bel édifice bâti par le prince se fissure. Les plaintes de clients se multiplient en France et en Suisse. Béatrice, l'héritière, assure même ne plus savoir où sont passés les 25 millions de dollars qu'elle aurait confiés au prince. Ça devient délirant parce que l'argent est bloqué. Ça ne correspond pas du tout au montant qu'on avait l'année précédente. Je ne sais même pas combien j'ai. C'est vrai qu'on demande plus de rapports et il nous dit oui, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai mis tous les comptes des clients ensemble. Donc ça va mettre longtemps. Là, on commence vraiment à s'inquiéter. Je ne sais pas où est mon argent et l'argent est bloqué, on ne sait pas où il est. Elle a fini par se dénoncer au fisc. À un moment, on se dit, on a déconné trop longtemps, tant pis pour les conséquences, on ne veut pas laisser ça à nos enfants. Dans les prochains mois, les fêtes au Château d'Azy risquent de perdre de leur faste. Henri de Croy n'a pas souhaité nous parler. Les justices françaises, suisses et émiraties enquêtent sur le prince et sur ceux qui, un jour, lui ont confié leur fortune.